Quatrième point, tout ceci étant dit, qu'est-ce que cela change en fait en termes de posture, en termes d'engagement, au niveau des salariés, au niveau des cadres, au niveau de la direction, de la gouvernance et au niveau aussi des syndicats. Concernant les salariés, nous l'avons déjà énoncé. Les salariés, bien évidemment, doivent eux-mêmes se considérer comme des personnes expertes de leur travail, qui ont en tout cas quelque chose à dire à propos de leur travail et ou du système organisationnel, et qui ont une idée de la façon dont ils pourraient travailler mieux afin d'atteindre leurs objectifs. Mieux personnellement, mais aussi de manière collective, au regard de la situation de travail à laquelle ils sont confrontés, ou tout du moins avec laquelle ils interagissent. Concernant les cadres, et là on va renvoyer d'une part aux données statistiques énoncées lors de la première capsule, mais aussi à ce New Public Management qui est de plus en plus prégnant dans notre société. Les cadres de plus en plus deviennent des gestionnaires, utilisant des tableaux de bord, réalisant des reportings réguliers, les invitants ou les obligeant, les contraignant, enfin peu importe, à rester dans leur bureau de façon à privilégier une posture de gestionnaire. De ce fait-là, ils sont effectivement déconnectés du travail des salariés, en tout cas, ont de moins en moins de temps pour s'en préoccuper, sont de moins en moins aux prises avec la réalité du terrain. Le même rapport Un acte et un acte, d'ailleurs, dira, hein, euh, ce n'est pas un trop d'encadrement que les équipes dénoncent, un encadrement qui mettrait sous pression, sous contrôle, mais au contraire un éloignement du terrain, une absence. Ils rajouteront, il s'agit, alors pour le cadre, hein, en faveur du cadre, d'opérer le désempêchement des managers, ce qui nécessite de redonner du temps, des moyens et de la valeur aux activités de régulation de travail. Cette recherche peut prendre la forme de différents types d'aménagements, limitation de l'information descendante et des tâches de reporting, simplification des procédures, redistribution des tâches connexes à des personnes de soutien, logistique. Donc autant de façons de permettre au manager de quitter son bureau et ses tableaux de bord de manière à rencontrer à nouveau ses équipes, notamment autour de la qualité de vie au travail. À son niveau, le cadre a besoin de marge de manœuvre pour agir face aux difficultés, identifier avec son équipe et pour réguler. Sans cette latitude, la discussion sur l'organisation du travail apparaîtra comme stérile. Et oui, parce que comme on va le voir un peu plus tard, bien évidemment, la démarche qui accompagne la thématique qualité de vie au travail est une démarche lourde, engageante et nécessitant bien évidemment du temps. Alors si on se penche plus précisément au niveau de la gouvernance, hein, il faut quand même indiquer que dans un contexte mouvant, concurrentiel, où l'entreprise ou l'organisation est évidemment ouverte sur un marché avec des informations extérieures et répétons-le une forte concurrence, les directions, la gouvernance elle aussi en fait hein, est soumise à certaines injonctions. Notamment le même rapport indiquera les directions affrontent elles aussi des contraintes de plus en plus fortes aux frontières de l'établissement liées aux exigences de tutelle, d'actionnaires, d'analystes, d'usagers, de certificateurs ou à la pression sociétale relayée par la presse ou les associations de patients. Et ils rajouteront à nouveau, il s'agit d'engager une réflexion approfondie et transversale sur les enjeux de performance économique et sociale. C'est-à-dire que la démarche qualité n'exclut pas, comme on le disait précédemment, la question de la performance
et de l'innovation sociale de manière à être performant. Les enjeux se cristallisent principalement sur l'évolution des activités et des organisations, sur la cohésion interne qui permet de maintenir la motivation, l'engagement des salariés et enfin sur la qualité du dialogue social. La construction des orientations stratégiques nécessite de s'appuyer sur une meilleure connaissance des situations réelles de travail et des besoins du terrain en termes de contraintes et de ressources. Donc bien évidemment, la gouvernance elle-même est prise dans un certain contexte et doit bien évidemment se mobiliser et s'engager dans cette démarche qualité de manière à atteindre ces objectifs. Les syndicats eux-mêmes devront changer certainement leurs pratiques, puisque les syndicats généralement agissent sur les effets en fait des conditions de travail, du travail. Ils agissent un peu après coup, ils interviennent après coup. Or là, notamment concernant les syndicats, il va s'agir avec eux, et quand on est salarié à leur côté, quand on est dans la direction à leur côté aussi, ou quand on est cadre, justement d'aller réfléchir aux situations qui alimentent ces effets et de pouvoir intervenir sur ces situations mêmes. Et c'est en effet ce que l'on appelle une prévention primaire, c'est-à-dire la recherche de la suppression des causes plus que sur celle couramment observée de prévention tertiaire qui consiste à traiter les effets. Il s'agit donc d'un nouvel objet d'action des représentants du personnel qui suppose sur ce plan des approches syndicales nouvelles. Pour les représentants du personnel, il s'agit donc de considérer le professionnel comme expert de son travail, force de proposition. Cela nécessite un renouvellement des pratiques syndicales, notamment s'intéressant au contenu du travail lui-même et à sa réalisation au plus près du terrain. On le voit, la discussion est évidemment de mise, de manière à rendre le travail plus agréable d'une part, tout en atteignant des objectifs spécifiques.